Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Anne-Isabelle Freitas à mon micro. Anne-Isabelle est une artiste avant tout. Elle est peintre, cinéaste, enseignante à l'université et elle multiplie les projets autour de la musique et du théâtre. Vous l'entendrez à son magnifique accent, Anne-Isabelle habite en région parisienne depuis 2015. Elle vient de la région de Trás-os-Montes et Alto Douro, de São Martinho Diante, un village portugais qui l'inspirera toute son enfance grâce à ses paysages pleins de caractère. Dans cet épisode, nous retraçons son parcours, de son enfance libre au village, entourée de sa famille, à son arrivée à Paris. Elle nous fait réfléchir à la richesse des moments simples, au temps qui passe et à l'urgence d'encapsuler les mémoires de nos anciens. Au fil de son témoignage, vous entendrez des extraits de ses nombreuses créations documentaires, un récit plein de douceur et d'amour, une ode au vivre ensemble, à la terre, aux racines et à la famille. Anne-Isabelle Freitas est une rêveuse acharnée, libre et consciente. Vous ne serez pas insensible à son travail autour de la mémoire, celle qui évapore les souvenirs et les savoirs si précieux. Celle des émotions et des sensations que de nombreux Portugais de France ou d'ailleurs décrivent si bien. Je vous laisse découvrir le récit d'Anne-Isabelle et à Teja. Je m'appelle Anne-Isabelle Freitas, je suis portugaise et j'habite à Paris, en région parisienne depuis 2015. Je viens d'un village qui s'appelle São Martinho Diante, à Vila Real, dans la région de Trás-os-Montes et Alto Douro. Qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses différentes, mais toujours un peu autour des arts. Vu que j'ai une licence en beaux-arts, je fais de la peinture depuis des années et je fais aussi du cinéma. En plus, je fais un doctorat et j'enseigne à l'université. J'ai toujours fait des petits projets en musique, en théâtre, donc chaque année, je travaille soit plus dans une chose, soit plus dans un autre, mais toujours avec deux, trois projets qui se passent en même temps. Donc ma famille, c'est tout récent, mais maintenant c'est moi, mon mari et un bébé qui va arriver en mai. Donc, je suis née vraiment dans un tout petit village, ce qui veut dire que j'étais très libre. Il y a une petite histoire dans la famille qui est vraie, mais ça fait un peu l'anecdote et ça montre un peu ma personnalité depuis très jeune. J'habitais dans un village qui était tellement calme que c'était possible pour moi à 1 an et demi de m'enfuir tous les jours de chez moi où je restais avec ma grand-mère qui a toujours habité avec moi et mes parents euh, pour m'enfuir et aller à la crèche, frapper à la porte et dire viens, je suis là, prête pour être avec des autres enfants. Parce que j'habitais vraiment à côté de la crèche des 3 ans et je regardais les enfants passer et je voulais aussi aller à l'école, comme tout le monde. Je l'ai fait tellement de fois qu'ils ont fini par m'accepter. Donc, la maîtresse, elle disait que s'il y a une inspection, on dit que tu es ma filleule, okay, quelque chose que tu es là pour la journée. Mais donc, j'étais toujours prête à la prochaine phase. Mais c'était tellement calme que c'était possible pour quelqu'un si petit de s'enfuir. Aussi, j'ai toujours marché pieds nus en été dans la rue. J'avais ma troupe d'amis. On était à l'école primaire. Je dirais que ma classe, elle avait 5 enfants. Donc on était tous, on se connaissait tous très bien.
On montait sur les arbres, on tombait très souvent. Et j'allais à l'école à 6 ans toute seule ou avec mes amis, à pied. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de liberté. En termes de relation avec ma famille, c'était tout très proche. Donc j'ai une très grande famille plutôt du côté de ma mère, un peu plus petite du côté de mon père. Mais les deux familles, elles habitent à 4 kilomètres de distance, donc vraiment les racines des deux familles. Donc j'habitais déjà avec mes parents, ma grand-mère et après mon frère qui a moins 5 ans que moi. Et mes autres grands-parents, ils étaient à 5 minutes en voiture. Toujours très très proches, des étés où moi j'étais celle qui était déjà là, mais tous mes cousins venaient de Porto, de Lisbonne, même un peu plus loin, et on passait des étés à 10 enfants, je sais pas, on dormait 4 dans la même, dans le même lit. Donc vraiment beaucoup de liberté, on faisait des expériences, on chantait, on faisait des tentes dans le jardin, vraiment beaucoup d'espace, beaucoup de nature aussi, et une relation très proche aussi avec la terre, parce que tant chez moi, avec ma grand-mère paternelle qui habitait avec nous et qui vraiment passait toutes ses journées dans notre jardin. Vraiment, elle était très attachée à ses fleurs, tout devait être très propre et net à sa façon, donc elle passait toute la journée dehors et un peu aussi. Et d'un autre côté, un peu plus organisé, on va dire, plus dans l'agriculture vraiment en tant que métier et la viniculture. Mes grands-parents maternels qui avaient des vignes, on plantait des pommes de terre, il y avait des saisons pour tout, l'huile d'olive. Depuis beaucoup d'années qu'on fait plus ça, mais quand j'avais, je sais pas, 5, 6 ans, vraiment tuer le cochon, vraiment des énormes moments vécu en famille parce qu'on l'a toujours fait ensemble. Encore une fois, les tantes, les oncles, ils revenaient avec tous les cousins et on faisait les vendanges ensemble. On essayait de chanter, d'apprendre les chansons avec ma grand-mère et mon grand-père qui dansait tout le temps et chantait tout le temps en travaillant. Donc vraiment une enfance très, très libre et très connectée à la nature et à la famille. Donc, enfant, j'avais tous les désirs. Donc, je voulais être tout. Vraiment. Pour moi, c'était intéressant si je devenais, je ne sais pas, docteur, même ingénieur. Ou c'était intéressant si je devenais danseuse ou chanteuse. Même si la danse, c'est vraiment le côté pour lequel je sers à rien. Mais donc je voyais plein de chemins, tous possibles. Et j'essayais, j'avais pas un rêve ou un seul rêve, mais plein de rêves. Et j'ai toujours cru, et je pense que je crois encore, que nous pouvons faire beaucoup de choses et si nous voulons vraiment, nous pouvons être pas plusieurs personnes, nous sommes toujours nous à l'intérieur, mais l'être humain, il a beaucoup de capacités en s'y mettant du travail, bien sûr, un tout petit peu de chance, mais en travaillant d'arriver à plusieurs chemins en même temps, un à la fois. L'âge n'a jamais été vraiment une chose très définitive ou définie pour moi dans ma tête. À 6 ans, j'avais des amis qui avaient 81 ou des amis qui avaient 5. Donc, j'ai toujours eu
vision très ouverte de ce que le futur il pouvait être. J'ai toujours essayé de profiter de toute opportunité qui apparaissait. J'ai fait tous les clubs à l'école, les clubs de sciences, les clubs de géométrie, les clubs de théâtre, les clubs d'écriture. Vraiment, j'ai jamais vu une seule chose devant moi, mais toutes. Et après, bien sûr, le plus on grandit, le plus de choix on fait. Et le plus la vie commence à avoir un chemin un peu plus défini. Je pense que j'ai jamais rêvé de sortir là d'où j'étais en tant qu'objectif, mais très naturellement, j'étais toujours prête et très anxieuse de l'étape suivante. Que ce soit de passer de l'école primaire à l'école des grands, ou vraiment de me lancer dans un projet un peu plus grand, en chantant par exemple avec des adultes, quand j'avais seulement 13 ans, dans le groupe Capella d'Oro, où c'était un groupe de chant à la cappella. Quand il y avait une opportunité, je voyais de l'intérêt, je me lançais un peu comme ça, sans trop réfléchir peut-être. Je pense que c'est ça. J'ai toujours rêvé d'être tout. Après, même si c'est pas possible d'être tout, c'est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc mes grands-parents, des deux côtés, ils étaient des agriculteurs. Mon grand-père paternel, il a émigré pour l'Allemagne. Je pense qu'il a essayé un peu la France aussi, mais la plupart du temps c'était l'Allemagne. Exactement, parce qu'on venait d'un milieu très petit, très pauvre. Et c'est vrai qu'après, lui et ma grand-mère, ils sont arrivés, ils ont construit la maison où moi j'ai grandi. Une grande maison dans le village qui a vraiment les lettres sonho realizado, donc rêve réalisé, imprimé en grandes lettres sur la porte. Et de l'autre côté de ma mère, c'était une famille avec beaucoup d'enfants. Aussi, mon grand-père, il a dû émigrer à Sceaux, donc à South, comme on dit, aussi sans aucune ressource vers la France et après revenir. Donc, pour moi, même si l'immigration, elle n'était pas exactement... c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, qui faisait part de ma famille aussi. Parce que moi, je suis née au Portugal, mes parents ils y étaient, mes grands-parents y étaient. Je pense qu'aussi au Portugal, il y a un peu cette question de silence sur les choses qui sont difficiles. Par exemple, mon grand-père paternel, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort un mois avant ma naissance. Donc, il ne pouvait pas me raconter toutes ces histoires. Et mon grand-père maternel, il était un grand conteur. Il adorait raconter plein de choses, mais tout était heureux. Tout était dans la chanson ou dans les choses qui se sont bien passées. On n'a jamais vraiment parlé de choses difficiles, mais tout ça pour dire que je viens d'une famille qui ne comprend pas très bien comment moi je peux prendre toutes mes carrières artistiques et transformer ça dans une liberté, stabilité financière et pas que financière, émotionnelle, tout ça. Donc, même si j'ai eu cette liberté, j'ai dû la gagner, j'ai dû me prouver. Toujours, à chaque étape, j'ai dû prouver pourquoi ce chemin. Je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de chronomètre sur les choses que j'avais vécues et le temps pour continuer à les vivre. Donc, moi et mes cousins ont commencé à grandir. Les familles autour de mes grands-parents, ils se commençaient à former d'autres familles. Donc mes tantes commençaient à devenir grand-mères elles-mêmes. Donc même Noël, Pâques, là où pendant toute ma vie, on était tous ensemble, on commençait à chacun avoir d'autres endroits où aller. Mon grand-père, même si on ne le voyait pas du tout et c'était très tabou dans ma famille, il était déjà malade avec un cancer. Donc je
je commençais à avoir la fatigue qui commençait à s'installer et je voulais surtout, je ne sais pas, garder ces moments dans ce temps-là, pendant qu'ils étaient vrais et vivants. Et je pense que pour mon premier projet de master, c'était ça. Je voulais faire une petite capsule de temps et en plus j'ai jamais été, j'ai adoré le cinéma et regarder les films. Il y avait des énormes collections chez moi de DVD que mes parents achetaient. Il y avait une mystique autour aussi de cette caméra de photographie qui est venue d'Allemagne avec mon grand-père et avec laquelle mon père nous photographiait pendant notre enfance. Mais en effet, j'avais pas vraiment de matériel. J'avais ma petite caméra, une Sony Handycam extrêmement légère, ce qui est pas très bon pour la stabilité, que j'avais acheté avec tout l'argent que j'avais sur mon compte. Et je savais que j'avais très peu de ressources. En même temps, je commençais à découvrir de nouveaux réalisateurs. Pendant mon master, j'ai découvert un peu les influences françaises que je connaissais pas. Et pour moi, c'était Varda. La découverte d'Agnès Varda, c'était une merveille. Son humour, sa liberté, vraiment, de faire des coupes, d'écrire et de dire ce qu'elle voulait, de faire des blagues, de faire des plans très très proches, de ne pas d'avoir son propre ordre dans dans sa tête, de mélanger des films qu'elle avait fait avant. Ça aussi, la mélancolie du film Irène d'Alain Chevalier, les 24 portraits aussi, ces portraits des gens qui travaillent. Je sais pas, quelqu'un qui fait des chaussures avec sa machine et tout ça. Donc j'ai découvert plutôt le cinéma français pendant mon master. Donc j'ai eu ce premier film, Uma Vindima, est vraiment un mélange de la découverte de quoi filmer, comment de le faire un peu naturellement, mais c'était un peu un mélange de expérimenter pour la première fois le cinéma sans presque aucun moyen, avoir la chance d'avoir un oncle qui a filmé et de pouvoir prendre tout ça, revoir un peu mon enfance et des choses que je connaissais pas, mes parents avec un visage avec beaucoup moins de rides, et c'était vraiment la chance d'aller dans le passé, faire quelque chose de présent, créer des connexions et qui m'a fait comprendre que même si je pouvais pas arrêter de faire mes peintures et mes projets dans des arts plastiques, vraiment le cinéma et le documentaire spécifiquement, j'avais des choses à travailler dedans. Les grands-mères sont vraiment des femmes incroyables. Je suis un peu suspecte, mais qui sont extrêmement différentes. Elles viennent de la même époque, avec des vies un peu différentes. Et pour moi, elles sont un peu le reflet de deux façons de vivre et de comment le temps passe tellement vite ou a passé tellement vite pendant leur vie. Qu'est-ce que je veux dire? De l'invention l'arrivée de téléphone, à la télé, à tout ce qu'on a maintenant. D'une vie dans un petit village à l'intérieur pendant la dictature à une nouvelle vie pour le pays, mais qui vraiment n'a pas changé grand-chose à leur vie. Ma grand-mère Ijmenia, qui a un nom spectaculaire dans la famille de mon père. Il y a toujours ces noms. Aurélio, c'est mon grand-père, mais Francine, Ottilie, donc des noms que j'adore et qui sont pas très fréquents. Mais ma grand-mère Ijmenia,
je l'ai, j'étais toujours très proche d'elle. J'ai dormi avec elle jusqu'à mes, je sais pas, 5 ans. Euh, elle est très maternelle, quelqu'un qui aime que tout soit au bon endroit, de la regarder, à repasser à faire ses emballés minutieux où tout est très droit et on prend son temps pour tout faire. Euh, je ne sais pas, le thé, tout se prépare. Le temps, il n'existe pas, il n'y a pas de pression. Vraiment, il y a une douceur et une délicatesse dans chaque geste que je trouve très intéressant et très à elle, parce que c'est pas exactement l'environnement où elle a vécu. Je pense que d'avoir immigré vers l'Allemagne et d'avoir travaillé avec des enfants là-bas et des Frau, des Fraulein, comme elle me disait, des grandes dames. Elle travaillait à la maison, dans la maison, elle prenait soin des enfants et faisait d'autres choses aussi, mais ce contact-là l'a beaucoup marquée. Donc elle était une dame. Et il n'y avait pas vraiment de préoccupations très pratiques dans sa vie. Elle, elle habitait son jardin et sa vie qu'elle rêvait dans sa tête. Je ne sais pas si elle vivait même dans sa propre réalité, mais je parle dans le passé, même si elle est encore vivante, parce que elle a beaucoup changé, donc sa mémoire, elle est partie. Donc sa mémoire et sa personnalité, je l'aime beaucoup. Elle a 92 ans et elle arrive, même si elle a presque tout oublié, elle continue à sourire à tout le monde. Que sejas muito feliz. Faz sempre por te dar bem. A família unida tem muito valor. E tudo corre bem. Quando não corre bem, é só recuir-se para aqui, recuir-se para ali. Fazer por tudo estar bem. O meu casamento correu bem. Eu gostei dele. E ele de mim. Entendemos-nous sempre bem. Mes plus beaux souvenirs, c'est j'étais en train de lire Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Donc j'ai toujours beaucoup lu l'été. Donc j'étais dehors, allongée dans le jardin en train de lire ce livre. Et c'était un jour d'été très très beau. Et il y a un moment à la fin du livre où il commence à pleuvoir. Et c'est là, avec cette pluie, que l'aveuglement qui couvrait le monde, je vais le dire comme ça, disparaît. Et au moment que je lis cette partie, il y a une goutte d'eau qui tombe sur mon livre et il commence à pleuvoir. Et j'étais tellement frappée par ce moment que pour la première fois de ma vie, vu que j'étais chez moi et ma grand-mère, elle était en train de faire quelque chose dans le jardin, j'ai arrivé à l'arrêter de sa vie de jardin et de lui dire non, il va pleuvoir. J'étais tellement contente, on va prendre un thé ensemble dedans. Et elle s'est arrêtée de sa vie quotidienne. Elle est venue avec moi, elle s'est assise et on a simplement bu de thé ensemble. Pour moi, c'est un des moments magiques que j'ai avec elle. Il y a ce côté-là et il y a après ma grand-mère Thérèse. Mais c'est vraiment à l'opposé. C'est une femme extrêmement forte, extrêmement pratique, qui en termes de l'expérience de la migration, c'est intéressant. Je pense qu'elle aurait voulu aller rejoindre mon grand-père, venir rejoindre mon grand-père en France, où je suis maintenant, mais il n'a jamais voulu parce qu'il savait que je pense qu'elle aurait trop aimé, donc il allait perdre sa raison pour revenir chez lui, qui a toujours été le but. Donc elle est restée seule avec
vraiment beaucoup d'enfants, toutes les terres à prendre en charge. Elle a eu 10 grossesses, des morts d'enfants pendant sa vie à tout petit âge jusqu'à des cancers un peu plus tard, des accidents. Vraiment, elle a beaucoup perdu aussi, mais elle s'est jamais arrêtée. C'est vraiment une figure de force. Donc, elle est restée. Tous les changements qu'elle a vécu dans le pays et tout ça, politique, ça a vraiment jamais eu aucun impact dans sa vie. Elle était très préoccupée avec l'argent aussi, et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui a dû gérer toute sa vie, qui a vécu vraiment, qui a vu les difficultés vraiment de près, d'avoir un enfant malade et de essayer de trouver comment l'amener à un hôpital, des choses comme ça, vraiment beaucoup de choses, qui a beaucoup travaillé la terre, qui a toujours cuisiné pour une table très pleine et qui a une force. Elle a toujours été celle qui parle le plus fort, celle qui prend le plus de place, celle qui réveille tout le monde. Donc nous, les cousins, quand on était petits, on restait chez elle pour dormir pendant les fêtes d'été et des choses comme ça. Elle venait ouvrir la porte avec déjà toute l'énergie du matin, lever la fenêtre et disait ah, vous étiez encore en train de dormir, vous voulez dormir un peu plus. Mais vraiment qui ne peut regarder personne seulement assise en train de rien faire parce qu'il y a toujours des choses, des tâches mais vraiment qui a un amour qui est pour tout le monde, qui elle donne avec beaucoup d'énergie, toujours une opinion sur absolument tout. Et en termes de couple, même si mon grand-père n'est plus là, leur dynamique de couple m'a toujours émerveillée, vraiment. Donc il était le contraire, travaillait beaucoup, mais toujours un sourire, la calme absolue. Il disait oui, Teresa, oui, oui, sim, Teresa, sim. Il aimait bien dormir sa sieste après le repas. Et elle est encore une machine pleine d'énergie. Mais ils ont toujours eu un respect et un amour immense l'un pour l'autre et pour tous leurs enfants et petits-enfants. Donc, ce film sur le mariage, il arrive pour moi un peu comme Uma Vindima. Le nom du film, c'est No Meu Tempo, o Casamento. Un peu comme cette urgence aussi de retenir ce qui va bientôt disparaître. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis en couple depuis vraiment cette année, ce sera depuis 15 ans, donc presque la moitié de ma vie. Et même si nous sommes ensemble depuis très longtemps, nous nous sommes connus très jeunes, encore au lycée, et nous avons déjà fait un parcours de vie à distance, ensemble. Moi, je suis venue à Paris parce qu'il avait son contrat de doctorat ici. Il m'a déjà suivi, moi je l'ai suivi. Donc, mais vraiment, on a grandi ensemble. Et en 2020 encore, oui, décembre 2020, donc il m'a demandé en mariage, finalement. Et bien, j'ai dit oui. Et on a décidé que on avait déjà passé plusieurs étapes ensemble, et là, ce serait le moment de passer une étape de plus vers le mariage. Mais vraiment sans un planning très spécifique, sans date.
C'était encore la pandémie en plus, parce que donc on n'avait pas exactement on n'était pas pressé non plus, mais en même temps, il y avait une indéfinition complète de tout ce qui est pratique. Donc les confinements et tout ça. Et il faisait quelques temps qu'on n'allait pas au Portugal non plus pour voir la famille à cause de tout ça. Donc on était fiancés, mais pas avec un plan très, très spécifique. En juin, j'ai pu finalement aller au Portugal parce que j'avais déjà une idée d'une autre visite et des conversations vidéo que ma grand-mère Isménia, sa mémoire, ça durait pendant des années, c'était un déclin très très douce, mais là que ça commençait vraiment à s'effacer, sa mémoire. Et en juin 2021, j'ai finalement pu y aller et la retrouver. Et là, c'était un grand choc parce que vraiment, il n'y avait plus grand-chose de sa mémoire. Et même sa condition physique, elle venait de tomber. La première fois que je l'ai vue sur une chaise roulante, il y a eu quelque chose de très fort. Et même si le projet de film, il était déjà vers que mes deux grands-mères me racontent comment c'était leur jour de mariage. Si avant l'idée du film, elle était un peu plus sur ce côté documentariste, de comprendre qu'il y a 50 ans ou 65 ans, les mariages se passaient différemment, qu'il y avait différentes étapes, qu'on attendait des choses différentes, il n'y avait pas de robe blanche, que c'était un petit costume, que les choses s'y passaient vraiment, qu'il y avait des traditions qui maintenant sont perdues et qu'on a remplacées par des choses un peu américaines. Au début, c'était un peu ça, l'idée du film. Mais j'ai vite compris que en rencontrant ma grand-mère Ismenia et que le film il serait aussi sur la mémoire et que c'était un peu plus urgent que ça non seulement de faire ce film mais de me marier. Donc j'ai filmé et c'était très dur. Donc je l'ai filmé en juin et là j'ai parlé avec Fernando qui est mon mari et je lui ai dit le mariage on le fait parce qu'on veut aussi voir tout le monde ensemble, aussi pour la première fois dans plus ou moins 2 ans parce qu'on n'a pas eu la chance, à part les funérailles de mon grand-père, on n'a pas eu la chance d'être tous ensemble. Donc je me suis dit, on se marie dans 3 mois. Cette tournage, elle est un peu devenue aussi la décision d'un mariage cette même année pour qu'elle puisse venir, pour qu'elle puisse être au moins à l'église. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc ça a un peu déclenché un processus de préparation de mariage en 3 mois, ce qui est suffisamment, plus que suffisant, mais un peu plus pressé parce que je voulais vraiment que ma grand-mère ait cette mémoire après. Plus qu'elle ait cette mémoire, qu'elle le vit. Après, si elle va l'oublier les 5 minutes après, c'est pas important. Mais au moins, je voulais qu'elle soit là. Et heureusement que je l'ai fait parce qu'après, ma grand-mère Thérèse, elle a commencé aussi à donner des signes de perte de mémoire. Donc, la conversation que j'ai eue en juin et qui est dans le film, elle serait beaucoup différente en ce moment. Elle serait très, très différente en ce moment. Donc au moins, elle a vécu en pleine forme avec ses enfants, toute la famille autour. Et ce serait un peu différent maintenant, même si le temps qui est passé n'est pas si grand. Ça pourrait vraiment donner un film qui est encore une fois très intime,
mais qui fait un peu miroir aux histoires de plein de personnes, je pense. Non seulement la question de comment on se mariait avant, mais cette question de relation grand-mère, petite fille, de passage et de apprentissage et aussi oubli. E o dia do casamento disse que andou a organizar as coisas. Como é que isso se fazia? Como é que se organizava? Organizava-se então. A comida era feita em casa. Tinha que ir a uma pessoa fazer. E antes dos 2 ou 3 dias ia fazer os bolos, aqueles bolos. E depois, naquele dia, ia de madrugada ou à noite para fazer as tripas. Ia outro dia, pronto, fazia-se o arroz, fazia-se aquelas coisas todas. E ainda se lembra do que é que se comeu no dia? Lembro, foi arroz e tripas, e depois batata assada e cabrito. Não havia leitão, primeiro não se falava em leitão, era cabrito. E depois as sobremesas, não faltou nada, ainda assim foi tudo bem. Comia-se bem primeiro. Donc, mon arrivée à Paris, elle était donc avant d'arriver, la seule fois que j'étais à Paris, c'était pour un voyage avec mon copain à l'époque et des amis en 2013. Donc c'était très court et c'était un peu touristique et Disneyland et un peu tout ça. Mais il y avait quelque chose, moi et Fernando, on se regardait déjà et on se disait, peut-être que dans cette ville, je pense qu'on pourrait y vivre. Il y a le côté artistique, il y a, plutôt pour moi, il y a aussi quelque chose de mythique dans cette ville et connecté aussi à une histoire avec le Portugal et des artistes. Donc, il y avait quelque chose. Avant d'arriver, Fernando, il habitait déjà à la Maison du Portugal, de la Cité internationale universitaire de Paris. J'avais déjà le privilège d'arriver et de ne pas avoir à prendre en compte toute la bureaucratie française qui tourne en boucle beaucoup. Donc, je me rappelle que j'essayais d'avoir une compte en banque en arrivant parce que c'est quelque chose d'un peu basique, mais qu'il faudrait. Et que les banques me refusaient toutes parce que j'avais pas un contrat de travail. Pour avoir un contrat de travail, il faut une adresse. Pour avoir une adresse, il faut avoir un compte en banque et un contrat de travail. Donc Paris, c'est pas l'endroit le plus simple pour s'y mettre. Et je savais déjà que j'étais beaucoup aidée par le fait d'avoir une résidence à la Cité internationale. J'avais déjà l'énorme chance d'avoir un atelier de peinture, ce qui était énorme. L'atelier de peinture, il était plus grand que notre chambre à la Maison du Portugal. Donc j'avais au moins ce support de savoir qui ça serait possible. En plus, quelques expositions. Mais il me fallait maintenant m'introduire dans cette ville pour ne pas être trop rattachée au Portugal non plus, ou à la Maison du Portugal en tant que seule chose, et trouver des moyens pour survivre. La première chose que j'ai fait et que j'ai trouvé, c'était un stage avec la sculptrice Eva Jospin. Elle était en train de créer une œuvre monumentale pour le Louvre qui s'appelle Panorama. J'ai trouvé une façon encore par le lien de mon université à Lisbonne de faire un Erasmus+ pour pouvoir faire le stage en France. Je ne parlais pas très bien, donc il y avait le problème de la langue. Je comprenais tout, ou presque tout, mais je n'avais pas l'aisance de vraiment parler parce que j'avais beaucoup de choses à dire, par exemple, dans mon stage ou d'opinions à donner. Même pendant le déjeuner, on discutait des choses et je n'arrivais pas. Donc, on se sent très petit quand on n'a pas les mots ou la complexité pour dire ce qu'on pense. Donc, c'était une première expérience très bonne parce que je me suis sentie partie d'une équipe et
vite, j'ai trouvé aussi des visites guidées parce que c'était quelque chose avec une entreprise hollandaise. J'ai créé mon propre entreprise sans trop savoir comment créer une entreprise parce que j'ai trouvé un petit boulot de traduction à faire que je pouvais faire chez moi. Après, j'ai commencé à faire de théâtre aussi à la cité, à la Maison de Portugal. J'ai un ami qui avait créé un groupe de théâtre qui est devenu un ami. Il était le metteur en scène. Après, dès que je suis rentrée, je suis devenue actrice, costumière, scénariste. Et là, à la Maison du Portugal et à la CTU, je me suis sentie de plus en plus chez moi, mais quand même dans un environnement très contrôlé. Je sens que j'étais à Paris et en France, mais pas exactement. J'étais dans une bulle internationale. La plupart des gens avec qui je parlais étaient portugais parce que j'étais à la Maison du Portugal. J'ai commencé à m'insérer dans plusieurs événements culturels, dans tous les domaines, mais toujours très portugais. Il y a une fois, parce que j'ai chanté de chant alentejano aussi, un peu par le biais de la Maison de Portugal, et il y a Tiago Pereira, da música portuguesa a gostar dela própria, qui est venu faire un film sur notre groupe et qui m'a interviewée devant la Maison du Portugal. Et je me rappelle que je l'ai dit dans cette interview, j'ai jamais autant mangé de pastel de nata de ma vie que depuis que je suis arrivée à Paris. Donc, c'est une image un peu de ce que je vivais au début. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé à avoir des amis français, à travailler avec des entreprises françaises aussi, je faisais des cours, des ateliers d'art et éveil musical, donc art plastique et éveil musical pour des bébés, avec des crèches et avec une entreprise privée. Et là, c'était vraiment ma première expérience professionnelle dans des équipes françaises avec que des Français. Et là, je commençais un peu à entendre la question de « Ah, tu es très portugaise » ou il y a encore beaucoup de jugements et d'idées préconçues sur la nationalité portugaise. À chaque fois que je disais une chose sur mes cours ou que j'appuyais que je ne pouvais pas avoir plus que 8 bébés dans la même salle, elle m'en mettait 14. Elle riait de ce que je disais et disait « Ah, tu es tellement portugaise », des choses comme ça. D'autres choses tout simples dans la rue. Je rentre dans un magasin et que j'ai besoin d'aide et je dis « Non, merci. Ah, je sens j'entends un petit accent. » Et moi, je disais « Oui, je suis portugaise. » Vous êtes sûre? Je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas si mon apparence, elle n'est pas. Je suis un peu grande pour une fille portugaise, mais je dirais pas. Une fois à l'UNESCO, par exemple, j'y étais pour. Je pense que c'était la première journée de la langue portugaise, le 5 mai. J'y étais pour un événement et il y a un monsieur on commence une conversation comme ça, comme partir de rien, et il me demande qu'est-ce que je fais, quelle est ma nationalité. Donc on était dans un milieu lusophone, mais pour une célébration lusophone à l'UNESCO, et je lui ai dit je suis portugaise et je suis peintre. Et il m'a dit ah très bien, j'ai besoin de quelqu'un pour peindre la chambre de mon fils. Je ne pense pas qu'on parle de même genre de peinture. Donc, en même temps que je me sens bien accueillie, il y a des histoires et des histoires et des petites histoires comme ça que j'ai vécues. Pas quelque chose de trop gênant, je n'ai aucun problème à en expliquer où c'est le Portugal, des choses comme ça, mais plein de choses que j'entends. Par exemple, je travaillais sur une foire à Montmartre en vendant des produits portugais. Et il y a un couple qui arrive et qui me dit « Ah, trop bien, les femmes portugaises, je prends toujours mes nounous. Mes nounous, elles sont toujours portugaises, elles sont gentilles. Et elles veulent pas beaucoup. » Donc il y a plein de petites choses et de grandes choses que j'ai commencé à reconnaître d'un côté un peu où les personnes, elles attendent que je sois toujours très docile.
documentaire, mon premier long métrage Lá Embaixo, et qui est devenu aussi mon sujet de thèse. Donc l'immigration, le folklore dans l'immigration portugaise en France, folklore portugais, était venu un peu de ce que je viens de dire sur mon arrivée en France. J'ai pu contacter d'une façon très naturelle avec plusieurs associations portugaises en France. J'étais un peu invitée à certains événements et je me suis rendu compte, qu'il y avait une quantité énorme d'associations, que les Portugais qui habitaient en France depuis de différentes années, histoire de vie, connexion au Portugal par la famille ou pas, qu'ils étaient très organisés séparément. Donc il y a quand même, je pense que je peux parler de différents mondes portugais à Paris, certains un peu plus intellectuels, certains un peu plus universitaires, certains un peu plus populaires, certains un peu plus ethnographiques, d'autres un peu plus sportifs. Le folklore lui-même, c'est un thème qui m'a toujours, c'est un thème qui était toujours très intéressant pour moi parce que je l'ai vu, jamais vraiment vécu, donc je n'ai jamais dansé, fait partie d'un groupe comme ça, mais dès que j'étais petite, il y avait des groupes qui dansaient dans les fêtes de mon village. En plus, j'ai fait partie aussi du milieu associatif au Portugal parce que j'ai fait partie d'une bande de philharmonique, c'est plus ou moins une fanfare en France, et j'en ai fait partie pendant 18 ans. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, cette chose de pourquoi on fait partie des groupes comme ça de façon volontaire, donc pas payée, la passion que chacun y met pour son instrument ou pour la musique en général ou pour être ensemble et boire quelques bières. Vraiment ce sens de communauté simplement pour dire être ensemble, faire partie d'un groupe. Donc ça m'a toujours intéressée et je l'ai vu ici et je ne m'attendais pas. Le côté folklore, vraiment costume, danse, musique traditionnelle. Et deux, le côté d'immigration qui vient compliquer beaucoup les choses. Donc, normalement, c'est une représentation d'une région très spécifique. Au Portugal, c'est très simple, c'est là où on est né, où on vit. Ici, c'est un peu plus flou parce qu'il y a dans un groupe des gens de plusieurs régions différentes. Donc, comment choisir ça? Et j'ai voulu savoir plus. Ça m'intriguait un peu. Il y a un autre côté aussi à cette histoire, c'est que quand j'ai fait, c'est pas pendant mon Erasmus, mais pendant que je chantais à Lisbonne, dans la chorale de l'université de Lisbonne, j'ai fait un échange en Italie, dans le sud de l'Italie, avec un groupe folklorique. Nous, on venait chanter des chansons plutôt de chorale, et eux, ils avaient un groupe folklorique. Et je me suis rendu compte que dans ce groupe folklorique, tout était très similaire à ce que j'avais vu dans le nord de Portugal, dans les groupes folkloriques que je connaissais. Et ça m'a un peu frappée parce que le folklore, normalement, ce serait quelque chose de très spécifique à une région, de très traditionnel, qui est passé de génération en génération. Mais c'était tellement similaire. C'était le nord de Portugal, le tout sud de l'Italie, les mêmes couleurs. Il y avait des chansons qui, si je changeais les paroles, je pouvais presque les comparer directement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait frappée une fois, une petite idée avec laquelle je n'avais jamais rien fait. Et après, en arrivant en France, je vois un peu la même chose. Cette fois, c'est une représentation du Portugal, mais avec une force. Après, j'ai essayé de chercher et j'ai vu que les autres communautés, les communautés italiennes, les communautés, je ne sais pas, espagnoles, n'avaient pas gardé ça. Donc, c'est quelque chose de très portugais ici en France. Donc, c'est là que ça arrive. Donc, dans cette arrivée en France. Après, j'ai commencé à connaître une personne ici, une personne là-bas,
qui étaient dans des groupes folkloriques. J'ai commencé à demander et j'ai créé un peu mon projet pour le film. Ce que je dis toujours, c'est que j'ai choisi 3 groupes, mais ils m'ont aussi choisi. Et c'était très simple, c'était les suivre partout, plonger dans ce monde parce que j'y connais rien et leur laisser m'expliquer. Après, est-ce qu'il y avait un peu de méfiance? Oui. Est-ce qu'au début, tout le monde parlait beaucoup? C'était un peu plus froid au début, mais c'est normal. Mais moi, je m'habituais un peu à eux. Et heureusement, ils ont pris de plus en plus confiance avec moi. Et ça s'est fini vraiment par des gens qui ont ouvert leur vie et leurs pensées, leurs émotions pour moi dans des interviews. Folclore, vamos dizer que é uma segunda vida. Uma segunda, não sei, é qualquer coisa dentro, eu falo por mim depois, dentro de mim faz-me viver. Porque, claro, aqui em França a vida não vou dizer que é muito complicada, mas é dura, estamos longe da família e dos nossos, onde fomos criados. E para passar um bocado de tempo e esquecer um bocado os problemas, o folclore ajuda. Donc de ce que j'ai vu et vraiment à titre un peu personnel de ce que je pense qu'on voit très bien les différentes générations. Les objectifs ils sont pas les mêmes, je pense. Il y a une base commune et un sentiment de devoir aussi que je trouve intéressant, principalement pour les plus jeunes. Mais je pense que, c'est très personnel. Donc chaque personne, chaque famille a des raisons différentes pour y être. Et je dis chaque famille parce que c'est quelque chose qu'on fait en famille. Des groupes qui rentrent parce que c'est l'enfant qui veut rentrer ou parce que le père y est depuis toujours et les enfants y vont parce que c'est l'endroit où les parents sont. Il y a plein de raisons et de choses différentes. C'est quelque chose qu'on fait en famille. On quitte un groupe parce qu'on s'est fâché avec quelqu'un. On va vers un autre. C'est très, très, très personnel. Je les vois vraiment comme une énorme famille, un peu dysfonctionnelle, parce que toutes les familles le sont. Et après, comme dans n'importe quelle famille, chaque génération a ses propres buts, a ses propres désirs, et ça change beaucoup. Ce sont des générations qui ont un rapport avec la technologie, la tradition, la façon d'apprendre complètement différent, qui ont des langues maternelles différentes. Donc le rapport même à la langue dans la chanson, c'est différent. J'ai vu les femmes prendre en charge beaucoup de choses maintenant. Je trouve qu'historiquement, les directions étaient plutôt masculines et c'était plutôt quelque chose comme ça. Ça a changé, la société a changé. C'est plutôt les femmes qui ont pris, qui ont pris le deuxième flambeau, donc la deuxième génération, et qui ont voulu aller plutôt soit dans l'ethnographie, soit dans la danse, soit faire des recherches au Portugal, des choses comme ça. Il n'y a plus cette séparation exactement de la cuisine et de la culture. On peut s'intéresser à différentes choses, même si les rôles, même au Portugal, c'est une société paternaliste un peu. mais je pense que même dans ces groupes, on voit ça. Et les jeunes, je vois que ce ne seront pas tous, mais que quelques-uns ont une vraie passion pour ce qu'ils font là. Et quand je dis une vraie passion, c'est qu'ils se passionnent dans des sujets, dans des thèmes, que ce soit la chanson, que ce soit un instrument spécifique. Donc je pense que ceux qui vraiment ont cette flamme qui est un peu apparue, ils vont rester, mais pas tous, et ça va beaucoup changer. Je peux pas choisir un plus beau moment dans le film, mais parce qu'il y en a eu plusieurs. Pendant le tournage, à partir peut-être à partir de l'été, quand j'ai pu commencer à créer vraiment un lien avec les personnes et les groupes, et quand ils ont relaxé et vraiment ont permis que je rentre avec les interviews,
il y a des choses qui étaient dites qui sont d'une poésie et d'une beauté énorme. Les premières générations qui ont commencé les groupes avaient besoin de protéger aussi leurs enfants, leurs petits-enfants aussi, de cette arrivée en France. Je pense qu'il y a un côté de protection dont on n'a plus besoin dans les nouvelles générations, mais qui reste un peu là et que je pense que c'est intéressant. Ça veut dire aussi, ça a quelque chose à voir aussi avec l'intégration, des différents niveaux d'intégration en France, des différentes générations. Ça se voit que ça change. Il y a plus de perméabilité et je pense que peut-être c'est un peu là le chemin aussi, cette perméabilité un peu plus fluide entre qui chacun est et qu'est-ce que ça veut dire cette connexion aux racines, aux ancêtres et à la tradition. Ce que je voulais faire, c'était montrer ce monde et laisser les personnes nous emballer et aussi arriver à traduire dans un film toutes les émotions, les sensations, les odeurs. Je sais que c'est quelque chose qui ne se transmet pas, mais tout ce monde qui est très vivant et très portugais aussi. Mais vraiment, c'est le montrer. Là, c'est ce qu'il manque, c'est d'arriver à le montrer. Même avec les prix et tout ça, les festivals de cinéma, ça reste un milieu un peu clos. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir le montrer, trouver des liaisons avec des théâtres, associations, des personnes qui veulent m'aider à le montrer pour que je puisse le faire. Parce que c'est toujours ça le but de faire quelque chose, c'est que ça prenne sa propre vie dans la tête du spectateur. Ce que je dis, ce que je veux du film, ce que je veux montrer, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la vie que ça prenne dans la tête de chacun et dans le cœur de chacun après. Donc, ce que le film est dans ma tête, dans ce que j'ai voulu créer, c'est vraiment que le début pour que quelque chose existe. Après, ça doit prendre ses propres jambes, ses ailes, et les gens doivent avoir leurs propres impressions, positives, négatives, mais c'est ça le plus intéressant. Merci à Anne-Isabelle d'avoir déroulé tes souvenirs avec moi. Depuis notre enregistrement, elle a accueilli un petit Gabriel qui a dû ressentir toute l'émotion de notre entretien qui aurait pu durer encore de nombreuses heures. Je vous encourage vivement à aller découvrir son travail, les liens sont dans les informations de l'épisode. Et si vous pouvez lui donner un petit coup de pouce pour que son travail bénéficie de visibilité et puisse être projeté dans un maximum d'endroits et pour toutes les occasions, alors n'hésitez pas à la contacter. Pensez aussi à nous suivre sur Instagram, sur le compte À Gauche Tout Podcast et retrouvez la playlist de l'invité sur le site www.agauche-podcast.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très brève!